Merci, Monsieur le ministre, de votre accueil dans ce magnifique lieu. Merci de nous avoir rejoints pour le premier épisode dans Toute Liberté. Dieu sait que nous avons des sujets importants à couvrir aujourd'hui. C'est effectivement le premier épisode. Et quel lieu pour notre premier épisode que la place Beauvau. Ça fait 6 mois que vous êtes ici maintenant, 6 mois que vous êtes ministre. Vous avez vu en ces 6 mois une hausse de votre popularité et une hausse au sondage qui est absolument fantastique. On a l'impression que vous étiez prêt. Est-ce que vous vous y attendiez à être nommé par l'ancien Premier ministre Barnier ? Non, pas du tout. À vrai dire, si on m'avait dit il y a quelques mois, il y a plus de 6 mois, que je deviendrais ministre de l'Intérieur avec un président de la République nommé Emmanuel Macron, ensuite Michel Barnier, François Bayrou, franchement, je n'aurais pas cru ceux qui m'auraient fait cette prédiction. Nous l'avons fait collectivement dans ma famille politique parce que si la droite française avait claqué la porte au nez d'Emmanuel Macron, celui-ci n'aurait eu d'autre choix que de nommer la gauche au pouvoir. Bien sûr. Et en fait, l'extrême gauche, qui à l'époque, on est à l'été dernier, tenait sous sa férule l'ensemble de la gauche. Donc on a pris nos responsabilités et je pense que c'est important, mais c'était une prise de risque. Bien sûr. Est-ce que vous avez une équipe autour de vous qui vous a suivi tout au long de votre carrière ? Parce que c'est le poste le plus important que vous occupez aujourd'hui, peut-être de votre carrière politique. Est-ce que ces équipes vous ont suivi ? Comment est-ce que vous travaillez avec elles ? Est-ce que vous avez une bande de fidèles autour de vous ? Montrez-nous un peu l'arrière-pays de ces transitions. Si, j'y tiens beaucoup. Bien sûr que j'ai une équipe. Seul, on ne peut rien faire. Seul, on ne peut absolument rien faire. Toujours les mêmes ? Dans un métier qui est compliqué, dans un ministère qui est le ministère de toutes les urgences, où chaque jour, chaque nuit, il vous tombe de mauvaises nouvelles sur votre portable. Oui, ils me suivent depuis longtemps. En fait, il y a 2 équipes, mais qui se connaissent bien. Il y a l'équipe que j'avais avec moi en Vendée, au département, mais aussi que j'avais emmenée à la région des Pays de la Loire, lorsque j'étais président de cette région. Et puis, j'ai mon directeur de cabinet, qui ne vient pas de Vendée, mais que j'avais amené en région, Pays de la Loire, à l'hôtel de région de Nantes. Il était déjà mon directeur général des services, Franck Corbin. Ce sont des gens qui me connaissent bien. Ce sont des gens avec lesquels je partage les mêmes convictions. La politique, ce sont d'abord des convictions. C'est ma façon de faire de la politique. Et ils me connaissent, on pense la même chose. Ils n'ont pas du tout de retenue vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que quand ils pensent une chose, ils vont me le dire cash. Et ensemble, ils s'entendent bien. Et j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait un esprit de famille, un esprit d'équipe, qu'on ne se tire pas la bourre, voilà, pour apparaître aux yeux du ministre comme le meilleur, etc. Ça n'existe pas. Est-ce que vous sentez, au fur et à mesure où vous vous élevez dans la fonction publique et ministérielle, une réticence de certains de vos conseillers de vous dire quand ils pensent que vous avez tort, par exemple ? Pas du tout, franchement, parce qu'on a, si j'ose dire, grandi ensemble en termes de responsabilité. Et il y a ce climat qui est un climat à la fois amical, mais qui est un climat très professionnel. Chacun d'entre nous, on sait pourquoi on est là. Et chacun d'entre eux savent ce qu'ils ont à faire. On se voit très souvent. On a en fait des habitudes, je les appelle directement, ils m'appellent directement, le week-end comme la semaine. Et ça, ce climat-là, cette bonne entente, c'est vraiment pour moi essentiel. Et je pense que c'est un facteur de réussite. On est beaucoup plus efficace quand on est porté, quand on est aidé et quand il n'y a pas des bisbilles dans une équipe. À quoi ressemblent vos journées ? Enfin, les Français ont une image du ministère de l'Intérieur qui est particulière. C'est quand même un ministère omniprésent dans l'histoire de France, le ministère de Fouché, de Lucien Bonaparte. De Georges Clémenceau. De Georges Clémenceau. Vendéen. Un autre. Est-ce que vous êtes submergé du matin au soir avec des appels de la police ou de la gendarmerie ? Est-ce que vous avez une routine ? Est-ce que vous avez le temps de lire quelque chose qui n'est pas des fiches, qui est directement relié à votre travail ? À quoi ressemble votre emploi du temps ? Ce sont des journées et des semaines qui sont compliquées, puisque c'est, je le disais, le ministère de l'urgence, c'est quasiment nuit et jour. Alors, on n'a pas des appels de la police en direct, puisqu'il y a le filtre de mon directeur de cabinet, de mon équipe. Mais ce qui est le plus pénible, c'est ce que j'ai trouvé le plus stressant au départ, le plus anxiogène, c'est d'avoir en permanence, y compris la nuit quand on se réveille, sur le portable des mauvaises nouvelles. Oui. Puisque, évidemment, le filtre fonctionne et ne parviennent à vous que les mauvaises nouvelles. Et souvent, vous assistez à cette chronique banale de ces événements qui sont bien souvent abominables. Et ça, il faut arriver à prendre une distance par rapport à ça. Organiser ces journées. Il faut que vous teniez l'agenda et que ce ne soit pas l'agenda qui vous tienne. Bien sûr. Donc, aucune journée n'est semblable. Elles sont longues et les nuits sont courtes. J'ai un bonheur,
c'est que naturellement, je me réveille tôt. Je suis plutôt insomniaque. Je m'endors bien, mais aux 4 heures, 5 heures du matin, je suis réveillé, ce qui me permet de lire, souvent aussi. Pour moi, c'est une hygiène de vie. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, je relis en fait L'étrange défaite de Marc Bloch, qui va être bientôt panthéonisé. Et c'est incroyable la description qu'il fait de la situation d'alors, où il parle de la bureaucratie d'ailleurs, de la paperasserie. Oui. C'est impressionnant comme vous avez des phrases de Marc Bloch, il écrit en 40, qui correspondent exactement à la situation d'aujourd'hui. Je lis aussi le dernier livre, je le termine d'ailleurs, de Boualem Sansal, qui est un écrivain, au moment où je vous parle, détenu dans les geôles d'Alger, condamné pour être tombé amoureux de la France, pour aimer le français, notre langue. D'ailleurs, le titre de son dernier livre, c'est « Le français, parlons-en ». Et je pense qu'il est devenu d'ailleurs français, il a cette double nationalité, il s'est reconnu dans notre langue, et la France est une patrie littéraire. C'est la raison pour laquelle, même s'il n'est pas né ici, n'est pas né chez nous, mais il s'est reconnu dans notre langue, de notre littérature. Et patrie littéraire, ça veut dire que nous, en France, la littérature, c'est quelque chose. Oui. Je pense qu'on est le pays d'Europe, j'en suis même quasiment sûr, qui avons reçu le plus de prix Nobel de littérature. Voilà. C'est une langue qui nous définit, dans laquelle nous rêvons. C'était longtemps la langue officielle de l'olympisme, de la diplomatie. Et chaque petite région, chaque petite patrie française a son écrivain totémique. C'est le cas le Sud, Frédéric Mistral, Giono, un peu plus en Bretagne, par exemple, Jacques-Elias ou Chateaubriand. En Normandie, vous avez Maupassant, vous avez Georges Sand dans le Berry, vous avez Genevoix dans la Sologne, etc., etc. Tout simplement parce que je pense profondément que nos paysages extérieurs, ceux qu'on regarde avec les yeux, en réalité dessinent des paysages aussi intérieurs. Il y a comme un reflet du sol sur les âmes. C'est la littérature française. On ressent vraiment que pour la France, c'est peut-être moins les intérêts économiques, diplomatiques, militaires qui comptent, mais quand on touche à une de ces plumes, et Boualem Sansal en est une, on touche à quelque chose de sacré en France, qui est complètement différent. Ce n'est pas simplement une affaire d'intérêt d'État, c'est plus, c'est une attaque assez directe sur l'identité française. Je pense que l'identité française, c'est la littérature, c'est notre langue, c'est la littérature, c'est là que réside, si j'ose dire, notre principe spirituel. Et d'ailleurs, c'est une affaire d'État. Jadis, les rois recevaient l'onction avec le Saint-Crème, la Sainte-Huile. Eh bien, désormais, les hommes et les femmes politiques veulent écrire des livres pour se justifier, pour se légitimer, comme si désormais c'est l'encre noire qui avait remplacé le Saint-Crème. Pardon d'utiliser, et je risque de le faire plusieurs fois aujourd'hui tout au long de l'histoire de ce podcast, mais l'exemple de Napoléon Bonaparte, qui fut en vérité le premier monarque vraiment littéraire, obsédé par la littérature constamment, dans son règne, dans sa vie amoureuse, dans ses campagnes militaires, les livres le suivaient partout. Il l'a revendiqué d'ailleurs. Bien sûr. Il l'a revendiqué. Oui. Et Napoléon, bien sûr, mais on a parlé aussi de la République des romanciers. Oui. Je me souviens très bien que Tocqueville, dans un de ses livres, a un chapitre où il dit comment les hommes de lettres sont devenus les principaux hommes politiques de leur temps. Vous voyez qu'il y a ce mariage en France de la littérature, des lettres, de la République, de la nation. C'est ce qui nous définit beaucoup plus qu'une autre nation. C'est la raison pour laquelle on parle de patrie littéraire. Est-ce que, comme Napoléon, parce que lui, son rapport avec les livres était double. Il y avait des livres qu'il aimait personnellement et qu'il sortait de son quotidien militaire, politique, etc. Il pourrait être au milieu d'une bataille avec la mitraille, les morts, etc. Et soudain lire Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, une espèce de roman à l'eau de rose complètement invraisemblable. Et on sent qu'il essaie de s'échapper de son quotidien. Et puis il y a les livres qui sont ses collègues, les livres dont il a besoin pour son travail. Vous ressentez le besoin d'échappatoire à travers la littérature ? Et si oui, dans quel mode de livre est-ce que vous vous échappez ? Je lis pas mal d'essais. Je lis beaucoup d'essais. C'est à la fois une lecture utile, en fait, pour me nourrir. Je termine un livre, là, qui est d'une jeune philosophe qui s'appelle Laetitia Strauss-Bonnard, sur la gratitude. La gratitude, elle le dit très bien, d'ailleurs, c'est vivre sous le regard des autres, et elle définit cette gratitude comme quelque chose qui peut finalement définir aussi la droite, plutôt que le ressentiment. Voyez. Mais il m'arrive aussi de lire des romans pour me détendre, mais j'essaie toujours de lire de la littérature.
J'adore Bernanos, j'adore Peggy, bien sûr, et d'autres. Est-ce que l'expérience vous a changé? Parce que 6 mois, c'est court, mais ça peut être aussi une éternité. Est-ce que votre conception de l'État a changé? Une question qui me tracasse moi, et je sais pas mal de personnes, c'est, et surtout en parlant de Napoléon, qui en vérité l'expérience est le triomphe de la volonté. Est-ce que c'est possible encore, avec ce que vous avez appris de l'État dans ces 6 derniers mois, du ministère de l'Intérieur, d'établir une volonté politique et de faire bouger cet énorme édifice? Ou est-ce que les institutions, la bureaucratie, est-ce que tout ça est trop sclérosé? Il y a une sclérose aujourd'hui. On voit d'ailleurs très bien qu'on est au bout d'un système. La France a devant elle des crises, et peut-être même qu'elle les subit déjà. Mais j'ai une conviction depuis que je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, c'est que oui, la volonté peut faire bouger les choses. La volonté peut faire bouger les choses. On doit s'exprimer avec de la sincérité, parce que je pense en politique en tout cas, les mots c'est déjà de l'action, à condition qu'il y ait cet alignement entre les convictions, le fort intérieur, l'intime, et ce qui sort des lèvres. Mais on peut secouer le cocotier. Quand je suis arrivé à Beauvau, j'ai eu une surprise. Je pensais que ça allait me faire un choc thermique de passer. J'étais président d'un groupe, j'avais été président d'une région, d'un département, mais que là, il y avait un changement d'échelle. Mais en réalité, pas tellement. Pas tellement parce que je suis un peu un homme du monde d'avant, c'est-à-dire que je ne suis pas une soucoupe volante qui s'est posée dans la cour de Beauvau tout à coup. J'ai eu un long parcours où j'ai été enraciné dans mon département, Vendée, etc. Et tout ce parcours, finalement, c'est une leçon de choses, une leçon de vie, une leçon sur les hommes et les femmes. Et tout s'est potentialisé en un seul instant. Et c'est comme si, finalement, toute cette expérience s'était synthétisée pour me permettre d'affronter ce que j'allais trouver ici au ministère de l'Intérieur à Beauvau. Et donc c'était un petit peu parfaitement naturel. En vérité, c'était une évolution de votre carrière politique. Vous étiez prêt? J'étais prêt. En tout cas, je ne l'ai pas vécu comme une rupture. C'était une rupture politique, puisque je n'imaginais pas participer à un gouvernement, comme je le disais il y a quelques instants. Mais très franchement, je me suis senti humainement, professionnellement prêt. Et alors, ce que j'ai trouvé à Beauvau, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, il y a 2 parts à Beauvau. Il y a une part ténébreuse, il y a une part lumineuse. Et il faut se tenir un peu à distance de la part ténébreuse. La part ténébreuse, j'en parlais, c'est toute cette chronique de ces événements qui sont terribles. Vous êtes confronté au mal, c'est-à-dire que vous touchez le mal dans toutes ses dimensions, aux 4 coins du territoire métropolitain, ultramarin. Il vous arrive des informations qui peuvent vous désespérer sur la nature humaine. Ça, c'est la part ténébreuse. Et la part lumineuse, c'est vraiment les hommes et les femmes que j'ai sous ma responsabilité, qu'ils soient préfets, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, personnel civil. On a des gens ici qui se sont engagés, non pas pour un salaire, mais pour un idéal. Ils ont foi en la France, ils ont foi en la République, en l'État. Et ça, c'est génial. Et je passe beaucoup, beaucoup de temps à leur contact. J'essaie aussi, parce que je pense que c'est mon rôle, de leur rappeler le sens de leur métier. Parce qu'il y a une telle hyperviolence, il y a une telle bureaucratie, qu'il y a une perte de sens parfois. Et je pense que dans ma fonction, c'est de revenir à l'essentiel, leur rappeler cet idéal. Ils l'ont, l'idéal. Et quand vous soufflez sur les braises, la flamme repart très vite. Et cette part lumineuse, moi, elle me porte. Je puise aussi mon énergie dans les rencontres que j'ai avec eux. C'est aussi ça qui est si intéressant avec l'Intérieur, parce qu'on a pu constater à quel point c'est un tremplin, que ce soit politique, mais aussi en termes de popularité. Et puis, c'est vrai que vous reposez sur ces masses de gens qui sont, à vrai dire, prêts à servir dans la seconde, qui se sont engagés, et ça permet de les mobiliser, effectivement, puisque vous mentionnez le besoin d'un leadership assez évident. Je voudrais revenir sur une polémique qui vous a effleuré, et je n'ai jamais entendu votre réponse à ça, et je voulais vous donner l'opportunité d'y répondre. Vous avez parlé à un moment de français de papier, ce qui avait défrayé absolument tout le monde, je pense à faux titre. Enfin, en vérité, c'est une conversation qui est fascinante, et j'aimerais vous demander, vous, aujourd'hui, Vendéen français, ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que c'est d'être français ? Premier point. Et deuxième point, est-ce que la définition a changé ou est-ce qu'elle est vouée à changer dans les années à venir ? Non, moi je ne le crois pas. Je pense qu'on a un modèle universaliste, un modèle qui est républicain, qui n'est pas du tout le modèle anglo-saxon.
La différence avec les Américains, par exemple. La différence, une agrégation de communautés. C'est que vous juxtaposez des communautés. Exact. Vous avez les latinos, les blacks, les protestants, etc., etc. Donc ce sont des communautés, vous les additionnez. Nous, ce n'est pas ça. Et aux États-Unis, vous allez valoriser ces communautés. Nous, il n'y a qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Non, le modèle républicain, c'est un modèle qui va privilégier la ressemblance. On voit dans chacun un semblable, la possibilité d'un semblable. C'est une forme d'indifférence aux différences. Aux États-Unis, dans le modèle anglo-saxon, on va survaloriser la particularité, la différence. Chez nous, on va dire, qui que ce soit, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta condition sociale, tu peux entrer de plein pied dans la citoyenneté, à condition d'aimer la France, de prendre son héritage tel qu'il est, avec des heures de gloire, des heures sombres, mais ça c'est le cas de chaque histoire nationale, et à condition d'accepter d'entrer dans un destin commun. Il y a en réalité une double définition. Il y a la nation-héritage, on prend cet héritage en commun, que l'on partage, et ensuite il y a une promesse qui concerne l'avenir, et ça c'est de l'ordre de la volonté. Je crois que cette citoyenneté, elle est d'abord ce partage d'un héritage, mais aussi le fruit d'une volonté d'accomplir quelque chose ensemble pour la... C'est le passé et l'avenir. Il faut revendiquer l'histoire. Au bout d'un moment, on ne peut pas détester tout ce qu'est l'histoire de France et se revendiquer français. Donc c'est un pacte idéologique aussi. Non, mais je pense vraiment que ce que nous avons réussi, alors c'est exigeant, hein, c'est très exigeant, parce que j'ignore pas que ces différences, elles existent dans le concret. Les uns et les autres, les hommes et les femmes sont différentes. Et on a des origines, de plus en plus d'ailleurs, différentes. Il y a des croyances différentes aussi. Comment parvient-on à mêler tout ça sur un seul idéal républicain? Eh bien, je pense que la grande réussite française et républicaine, c'est d'avoir su marier ce qu'il y a vraiment de plus singulier dans chaque homme et de plus universel dans tous les hommes. C'est ça. Alors, c'est un idéal. Il n'est pas atteint à chaque fois. Mais le modèle républicain, c'est de dire, c'est vrai, j'ai des particularités. Dans l'ordre public, je les mets à l'écart. Dans le privé, bien sûr, je les cultive. Mais j'essaie de ne pas de ne pas survaloriser ces différences, mais j'essaie d'avoir cette forme de ressemblance à une citoyenneté républicaine commune. C'est pour ça que le cas de Boualem-Sansal est si intéressant, parce qu'à mes yeux, il a permis, d'un côté, d'isoler, à gauche comme à droite, ceux qui n'adhèrent pas à cet ordre républicain. Parce qu'à gauche, on entendait, notamment Mme Hassan, qui disait « mais il vient de devenir français », comme si c'était moindre. Et à droite aussi, peut-être une partie des électeurs du Rassemblement national qui disait « mais ce n'est pas vraiment un Français, regardez son nom, regardez sa couleur de peau ». Donc ce cas-là, alors qu'il est passionné de notre pays, amoureux de sa langue et de sa littérature, et l'écrit mieux que la majorité de tous ces gens-là, et qu'est-ce qui manquait en vérité à leurs yeux? Et comme à droite et à gauche, ce qui manquait, c'était le nom de Martin, la couleur de peau, enfin il manquait quelque chose. C'est ça qui est scandaleux. Notre modèle républicain, à nous, justement, il permet à chacun d'entrer dans cette communauté nationale, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, quelles que soient ses origines. Et dans le cas de Boualem, précisément, il est tombé amoureux de notre langue, de la France, tout simplement parce que la France se donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Et ça, l'amour est donc la condition. Beaucoup. Oui. L'amour est la condition première. C'est une adhésion. Oui, c'est une adhésion. C'est une forme d'amour, bien sûr, au sens civique du terme. Oui. C'est notre fraternité. Vous savez, je le dis moi souvent parce qu'on a ces trois mots. On pourrait même ajouter un quatrième avec la laïcité, mais on a la liberté, l'égalité et la fraternité. Souvent, c'est le troisième mot qui est le plus délaissé, le mot fraternité. Chacun réclame de plus en plus de liberté, chacun voudrait être l'égal de l'autre, et les deux premiers termes s'entrechoquent. Plus il y a de liberté, souvent, moins il y a d'égalité. Plus il y a d'égalité, souvent, moins il y a de liberté. Mais c'est la fraternité qui permet de lever la contradiction entre les deux premiers. Et la fraternité française, ce n'est pas une fraternité religieuse, c'est une fraternité civique. C'est très différent. C'est ce qui définit, je pense, notre modèle propre. Vous croyez en ce phénomène de la fleur coupée, ces théoriciens et ces théologues qui disaient que nos sociétés, en réalité, étant basées sur des racines judéo-chrétiennes, une fois que la population n'est plus judéo-chrétienne, on est voué à perdre ces institutions, ces mœurs et ces valeurs. Est-ce que c'est possible dans un pays qui est déchristianisé?
de moins en moins religieux aujourd'hui, en tout cas de moins en moins chrétiens. Est-ce que c'est possible de maintenir ces institutions-là, ces modes de fonctionnement? C'est Malraux qui était agnostique, qui citait, qui définissait la civilisation comme tout ce qui s'agrégeait autour d'une religion. Mais précisément, on a, nous, cette chance que notre modèle républicain ait dépassé ce stade-là. Et on a, il le disait aussi Malraux d'ailleurs, une marque des racines chrétiennes, judéo-chrétiennes. Ce qui fait de notre culture, de notre civilisation, c'est à la fois Athènes, la Grèce, c'est Rome, et c'est Jérusalem, c'est l'héritage judéo-chrétien auquel on a ajouté les Lumières. Je pense que ces marques-là, elles sont indélébiles. Elles ont tracé profondément en nous des cicatrices que nous portons, mais c'est à nous, en réalité, de ne pas y renoncer. Et le problème aujourd'hui, et notamment pas seulement en France, mais dans les nations occidentales, c'est une forme d'évidement. On a tellement voulu s'ouvrir à l'autre avec un A majuscule qu'on a considéré que la condition de l'accueil, c'était qu'on se vide de ce que nous étions, de notre propre substance, de notre culture, notre histoire, quitte à cultiver la haine de soi. Oui. Mais le problème, c'est que la haine de soi entraîne la haine des autres. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que, surtout pour une partie de la population qui arrive en France, venant majoritairement de pays musulmans où le sacré est omniprésent, où la religion, la métaphysique est constamment présente, et on a l'impression qu'on leur présente un modèle ici de laïcité qui peut être très important en termes de cohésion sociale, très important, mais qu'il y a un manque quand même. Ça manque de chair. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que plus d'adhérence à nos traditions chrétiennes serait peut-être plus facilement en coopération avec une immigration qui est certes une religion différente, mais qui a ce besoin de sacré? Le besoin de sacré, il court dans toutes les civilisations. Régis Debray, qui est un laïc, un républicain, disait que le sacré, c'est ce pourquoi on pourrait accepter un sacrifice. Voilà. Donc c'est une acception qui est très large. La définition que ce que nous sommes procède précisément d'un héritage qui est charnel, tel que je l'ai défini en termes civilisationnels, procède aussi d'une volonté qui est moins affective, mais qui est de l'ordre d'une adhésion consciente. Et c'est ce mariage, en tout cas ce dont je suis sûr, c'est qu'on a commis une immense faute, puisque on a dit à des jeunes générations qui souvent étaient sur le chemin de la sécession vis-à-vis de la communauté nationale, on leur a dit, écoutez, la France est coupable. La France, elle mérite la repentance, point final. On leur a dit, mais pour que la France soit estimable, il faut d'abord qu'elle se reconnaisse coupable. Comment voulez-vous que ces jeunes puissent s'agréger à notre destin, puissent trouver dans notre projet quelque chose dans lequel ils pourraient s'identifier si on leur dit, on leur présente notre histoire comme une histoire lacrymale, une histoire pénitentielle? C'est terrible. Ouais, c'est impossible. Et ça, les indigénistes, les wokistes et tant d'autres ont touillé cette espèce de bain acide parce qu'eux veulent que les Français se détournent de la France. Et ils veulent, si j'ose dire, comme dissoudre dans ce bain acide le peuple français, la nation française. Moi, je pense que demain, si on veut avoir une chance encore, et je pense qu'il y en a une, de porter ce modèle, il faut retrouver une fierté française. Il faut dire les raisons, les grandes conquêtes de notre Occident, mais aussi de notre grande nation au travers des siècles. Qui sont tout aussi importantes à imprégner dans les populations nouvellement arrivées, d'ailleurs. C'est beaucoup plus important que pour les soi-disant Français de souche. Mais bien sûr, mais évidemment. Et moi, je rencontre, y compris beaucoup de compatriotes qui sont issus de l'immigration, croyez-moi. Très souvent, ils disent « mais nous, on a fait cet effort et on attend des nouveaux venus qui fassent aussi l'effort. Parce qu'en ne faisant pas cet effort, ça rejaillit sur nous. » Voilà. Donc, sur le sujet de l'immigration, sans aucun alarmisme et sans aucun vœu de controverse, mais force est de constater que la baisse démographique française, mélangée à une situation migratoire de plus en plus envahissante, est-ce que le métissage du pays, est-ce que la poussée de la religion musulmane en France est
est destiné à se passer quoi qu'il arrive? Est-ce que la chose est actée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait, au contraire, dire c'est exactement comme ça que les nations évoluent? Ou est-ce qu'on devrait essayer de se battre contre ça? Comment se retrouver dans ce chaos? Parce qu'on a l'impression qu'on a des échiquiers politiques. Un qui dit, au début disait, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. On refusait même le terme de changement anthropologique. Et l'autre côté du même bord politique qui disait, non, ça se passe, et tant mieux. Tant mieux qu'on se débarrasse de cette histoire de France si problématique, tant mieux qu'on se débarrasse de ce purisme ethnique ou que sais-je, de cette obsession chrétienne, tant mieux qu'on mélange un peu tout ça. Est-ce que la chose est actée? Est-ce que le métissage français, quoi qu'il arrive, va se dérouler dans les siècles à venir? Il y a un projet clairement assumé, qui est le projet de l'extrême gauche française, des Insoumis, de M. Mélenchon, pour la créolisation. Ce qu'ils veulent, dans une stratégie de désordre, de chaos, c'est l'effacement de ce que nous sommes, de notre civilisation. C'est clairement leur projet. Mais ce projet, ce n'est pas le projet de la majorité des Français. Et ce n'est pas non plus le projet de la majorité des peuples européens. J'étais il y a quelques jours à Londres, qui réunissait une quarantaine de pays, pas seulement occidentaux, sur la question migratoire. On voit bien que tous les peuples sont désormais concernés et craignent en réalité une forme de trop-plein, dans la mesure où, aujourd'hui, c'est une question de nombre, c'est une question de proportion. Je n'ai jamais cru, moi, à une immigration zéro. Peut-être qu'en Corée du Nord, on peut le faire, et ça n'est pas souhaitable. Est-ce que c'est le mensonge, par exemple, ou au moins l'exagération du Rassemblement national qui semble promettre ça à ses électeurs, en assumant que la France est une île, qu'on peut vraiment réduire ça à zéro? Ça n'a jamais été le cas dans notre histoire, et ça n'est pas le cas dans aucun autre pays. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce risque-là, le premier risque. C'est l'inverse. Aujourd'hui, en France, c'est 1,5 million d'étrangers que nous accueillons par an. Ça n'est plus possible. Je l'ai assumé d'ailleurs quand j'ai dit que lorsqu'on perdait le contrôle de l'immigration, celle-ci n'était pas une chance, ni pour les Français, qu'ils ne souhaitent pas, parce que les conditions d'accueil, nous les avons dépassées, voilà, ni pour les étrangers, à qui on promet un Eldorado, et le tiers, en réalité, quand ils sont chez nous, vivent au-deçà du seuil de pauvreté. Oui. Quand ils ne trouvent pas sur les routes de l'Exode l'esclavage pour les hommes, le viol pour les femmes, etc., les noyades en Méditerranée ou dans la Manche. Donc il faut arrêter avec cette fausse générosité qui provient bien souvent de gens qui ont l'argent pour habiter les beaux quartiers, pour mettre leurs enfants dans les bonnes écoles. C'est toujours les Français les plus fragiles, les plus modestes qui ressentent les conséquences des désordres migratoires. Mais donc c'est possible d'arrêter ça. Vraiment, ce point m'intéresse parce qu'il semble que les critiques de la Ve République disent c'est un royalisme, le président a trop de pouvoir, nous sommes à la merci de son prochain coup d'humeur. Et pourtant, on ressent un immobilisme dans tout l'édifice. On a du mal, on a l'impression que de droite ou de gauche, des présidents et des gouvernements se succèdent et que les choses ne changent pas vraiment. Donc c'est possible, vous dites. C'est ce que j'appelle, moi, l'impossibilisme, le mur de l'impossibilisme. On le touche à chaque instant lorsqu'on est ministre. Ce mur de l'impossibilisme, c'est que, bien souvent, les gouvernants ne gouvernent plus. Ils sont empêchés de gouverner par des jurisprudences. Le droit de l'immigration est un des droits les plus compliqués que je connaisse. Il n'a pas été fait majoritairement par des députés, par des sénateurs. Il a été fait par des jurisprudences de nos cours suprêmes, européennes ou françaises. Et je pense que un des grands enjeux pour l'avenir, qui est un enjeu démocratique, parce que la question qui gouverne, c'est fondamental dans une démocratie. Normalement, c'est le peuple. Mais beaucoup de jurisprudence, lorsque, par exemple, la Cour européenne, la Cour des droits de l'homme, nous interdit de renvoyer des individus qui sont très dangereux, qui peuvent avoir commis des crimes au prétexte qu'ils n'auraient pas, chez eux, dans leur pays d'origine, droit à un procès équitable, les Français ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on protège d'abord des droits individuels d'un individu dangereux ou est-ce qu'on protège les Français? Vous faites voter les Français, c'est niette. Donc moi je pense qu'il faudra secouer l'impossibilisme, il faudra que les gouvernements reprennent le pouvoir, c'est-à-dire que la souveraineté populaire puisse vraiment s'exercer. Notamment par le référendum? C'est fondamental. Je pense que le référendum sur les questions migratoires, on n'y coupera pas pour deux raisons, parce que l'immigration est sans doute le phénomène qui aura le plus bouleversé depuis 50, 60 ans la société française, sans qu'à aucun moment les Français n'en aient délibéré.
Et la deuxième raison, c'est parce que les résultats d'un référendum s'imposent au Conseil constitutionnel. Bien sûr. Vox populi, vox dei. Et je pense que de ce point de vue-là, il faudra remettre les choses en place. Nous n'avons pas parlé de l'actualité politique ou judiciaire, mais je ne pense pas que vous soyez prononcé déjà sur ce sujet. Marine Le Pen, hier soir, a été condamnée sur l'affaire des attachés parlementaires du Parlement européen à 4 ans de prison, dont 2 fermes, et à bien sûr 5 ans d'inéligibilité. J'aimerais avoir votre réaction dès que vous avez entendu ça. Est-ce que vous sentez la chose comme un tsunami politique ou au contraire, comme d'ailleurs certains sondages semblent le dire, est-ce que vous pensez que c'est beaucoup de bruit médiatique, mais que les conséquences sur le long terme ne seront pas tant cataclysmiques? Je l'ai appris, j'étais à Londres, donc j'avais la distance géographique. Vous vous y attendiez? Je ne m'y attendais pas. Pour tout dire, je ne m'y attendais pas. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'elle puisse être candidate et que, par conséquent, il puisse y avoir un appel le plus vite possible, qui puisse purger, parce que la question est de savoir si définitivement elle est ou non coupable. C'est cette question. C'est pas moi aujourd'hui d'ailleurs. Je ne connais pas le fond du dossier, mais ça n'est pas à moi de le trancher. Je suis au gouvernement. Simplement, je pense qu'il serait préférable que l'appel vienne assez rapidement pour que la situation soit claire. Voilà. Je pense que ça lèverait toutes les autres questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle politiquement pour la droite républicaine et pour vous? Même si vous reconnaissez, et c'est tout à votre honneur, qu'il y a effectivement un problème dans l'application du délai d'inéligibilité, alors même que l'accusé n'a pas le droit, ou la condamnée plutôt, n'a pas le droit de faire appel, la peine est déjà exécutée. Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour la droite républicaine, électoralement parlant, politiquement parlant? parlant? Non, je pense qu'on ne peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse raisonner de cette façon-là. Parce que la démocratie, ce sont des dynamiques. Où il y a une dynamique où vous représentez un moment ou un autre, c'est cette fameuse rencontre, cette alchimie qui est un peu curieuse, une alchimie française avec le suffrage universel, avec ce qu'est le président de la République dans nos institutions, c'est vraiment la clé de voûte. Et il y a cette rencontre. Et ce ne sont pas des éléments contingents qui, à mon avis, font quoi que ce soit sur cette rencontre entre le peuple et l'individu. Je pense qu'il faut être fort sur ses propres convictions. Moi, je pense, et c'est l'objet de mon projet aussi, si je me présente à la présidence de LR, c'est parce que je pense qu'on peut construire un grand parti populaire, patriote, j'y tiens beaucoup, ça doit nous définir, nous la droite française, mais qui permette de faire revenir dans une maison commune des gens qui nous ont quittés par notre faute et qui ont voté Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui ont voté Emmanuel Macron ou qui souvent aussi se sont réfugiés dans l'abstention. C'est ça notre projet. Donc à nous d'être suffisamment forts, attractifs, à nous de dessiner un projet de société pour les Français. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes libéral, économiquement? Est-ce que vous êtes convaincu par le projet libéral? Parce qu'on a l'impression qu'en France, c'est un gros mot quasiment. On a l'impression qu'on a loupé la révolution libérale, comme on a pu le voir par exemple en Angleterre avec Mme Thatcher, on a pu le voir avec M. Reagan dans les années 80. La France semble avoir loupé le coche. Est-ce que vous croyez en ce projet? Est-ce que vous pensez que l'école économique, politique libérale a un avenir en France? Moi, je le pense. Vous savez, la notion de liberté, c'est ce qui définit le mieux la droite. C'est ce qu'on appelle en musique la basse continue depuis plusieurs siècles, l'attachement à la liberté. Et très franchement, quand on a 3300 milliards d'euros de dette, quand on est le pays au monde qui dépense le plus, où il y a le plus d'impôts, où il y a sans doute le plus de normes, le plus de bureaucratie, mais il faut être totalement aveugle pour ne pas voir que si on ne libéralise pas les choses, si on ne débureaucratise pas, on ne pourra rien. Et finalement, on continuera un appauvrissement de la France, un appauvrissement des Français, l'appauvrissement de la France parce que désormais, dans 2 ans, la totalité finalement de l'impôt sur le revenu sera mangée par le seul paiement des intérêts de la dette. Oui. Vous vous rendez compte? Et l'appauvrissement des Français, hier, un Allemand, un Français, il y a 20 ans, 25 ans, même niveau de vie. Aujourd'hui, la différence, c'est 5 000 €. Au moment où je vous parle, vous avez, en 2 ans, 1 million de Français qui ont été rejoints par le SMIC. Il y a une smicardisation. Donc, on est en train de s'appauvrir collectivement. Et les solutions, ce n'est pas plus de dépenses publiques, parce qu'on nous a menti, la gauche nous a menti. Et la droite, parfois, a pris le relais, cette gauche-là, en disant 2 choses.
La dépense publique fait la croissance, fait la qualité des services publics. Alors si c'était le cas, si la dépense publique faisait la qualité des services publics, mais on serait à l'avant-garde du bonheur universel en France. Et ce n'est pas le cas, parce qu'on a des services publics fragilisés. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire. Je voudrais simplement redire que quand le général de Gaulle arrive, en 1958, tout le monde l'a oublié. Il restaure la politique de puissance, de souveraineté de la France, avec Pinet en faisant le nouveau franc, et avec Jacques Rueff en faisant un plan de libéralisation de l'économie comme jamais l'économie française n'en connaîtra plus sous la Ve République. Et c'est à partir de cette nouvelle prospérité, une prospérité retrouvée, que le général de Gaulle va refonder en fait une politique d'indépendance nationale, de souveraineté nationale. Est-ce qu'elle est là, la faiblesse de la promesse du Rassemblement national? Parce qu'il semble, sur les sujets régaliens, être effectivement très fiers de leur position à droite, mais j'ai en souvenir l'interview de Mme Le Pen, où on lui a posé la question s'il y avait trop de fonctionnaires en France, et elle a répondu que le problème, c'était l'immigration. Donc, est-ce qu'il y a elle a répondu surtout, c'est une question de droite. Bien sûr. Donc, ça, c'est des trucs de gens de droite. C'est en quoi elle n'est pas à droite, parce qu'elle est à gauche sur le plan économique. Je me souviens, moi, quand au Sénat, on fait voter une contrepartie de 15 heures au RSA pour remettre les pieds à l'étrier de ceux qui sont loin du travail. Eh bien, on le vote et son groupe ne le votera pas. Voilà. Idem sur les retraites. Pensez un seul instant qu'on peut être le pays, on peut travailler le moins en gardant notre modèle social, mais on se trompe totalement. Mais il faut avoir le courage de le dire aux Français. Donc ça serait sur un prolongement de l'âge au départ à la retraite ou sur une entrée plus vite ou plus tôt au marché du travail En réalité, notre problème en France, c'est que comme on a une charge collective, une énorme dépense, cette dépense, on la fait peser sur ceux qui travaillent. Et du coup, le travail coûte très très cher. Quand vous voulez augmenter de 100 euros, par exemple, un salarié, ça va coûter au moins 4 fois plus, en tout, charges sociales, patronales, etc., à l'entreprise. Et ça, on a le record des pays européens. Donc, nos chefs d'entreprise, nos entreprises ne parviennent pas à être compétitives tout en dégageant des bons salaires. Il y a trop de différence entre le salaire brut et le salaire net. Et pour ça, il faut que l'État se serre la ceinture. J'en suis convaincu. Il faut mettre plus de travail dans notre économie, c'est-à-dire qu'il faut rendre notre système, notamment pour les jeunes, de formation plus efficace, parce que si on n'a pas suffisamment de travail dans l'économie, c'est parce qu'au debout, on arrive tard, les jeunes arrivent trop tard sur le marché du travail, parce qu'il y a un problème de qualification, de formation, et on sort trop tôt souvent. Voilà. Puis en plus, on a un chômage de masse, donc on n'y arrive pas. C'est une petite partie de la population française qui travaille, qui porte l'ensemble de la charge collective. Est-ce que la création de ce système social était en partie due au parapluie sécuritaire américain? Est-ce que vous pensez que maintenant que ce parapluie se referme, on perd un petit peu notre argent de poche et avec les coûts de remilitarisation qui seront sûrement les nôtres dans les années à venir, on va devoir sacrifier une partie de nos acquis sociaux et notamment ce système de retraite Non, c'est pas. Je pense pas du tout que ça vienne de là. D'ailleurs, notre système de sécurité sociale a été lancé au moment où on avait un très fort effort de réarmement. Mais aujourd'hui, il a été dévoyé. Il a été dévoyé parce qu'il y a trop d'assistanat. Moi, je suis par exemple pour une allocation sociale unique. Il y a à peu près une petite quinzaine d'aides sociales en France. On les fusionne et il faudrait vérifier qu'elles ne fassent qu'on les capte qu'à 70% du SMIC pour être sûr qu'il y ait un écart entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Mais notre système social est un système social qui a perdu l'esprit de responsabilité par la gratuité. On est le système où il y a le plus de gratuité. Et quand tout est gratuit, souvent ça finit en pénurie. Pénurie de médicaments, pénurie de médecins, pénurie pour les hôpitaux, notamment pour les lits, etc. Et ça ne peut plus durer. Donc ce système-là, il faut le réformer. Je pense avec une ligne, on ne doit pas mourir en France parce qu'on ne peut pas se faire soigner parce qu'on n'a pas d'argent. Donc ça, ce système de solidarité, il est essentiel. Pour moi, la droite, c'est une politique de fermeté sur l'autorité, mais pas une politique de dureté. Parce qu'on a des gens qui travaillent. Vous savez que les Français, il y en a un quart, le 16 du mois, leurs comptes sont dans le rouge. Donc c'est ça qui ne va pas. Cet appauvrissement dont je vous parlais tout à l'heure,
on a dit aux Français, travaillez de moins en moins, et vous verrez, ça ira mieux. Et vous pourrez garder un des systèmes sociaux les plus généreux au monde. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Tout est en train de se fissurer. Donc moi, je pense qu'on peut donner aux Français un nouvel espoir, d'une prospérité, pour eux, pour leurs enfants aussi. Parce que le problème, c'est que vous prenez une famille qui est en bas de l'échelle au niveau du salaire. En France, il faut 6 générations pour grimper au milieu de l'échelle. Dans les pays scandinaves, c'est 3 fois moins, 2 générations. Parce que l'école n'est plus une école suffisamment méritocratique. Voilà. Il faut qu'on parvienne à réformer. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faudra, à mon avis, quelques priorités, une demi-douzaine de priorités. L'école en fait partie, pour la mobilité sociale, parce qu'on est une société bloquée. Est-ce que c'est normal, aujourd'hui, que l'école, qu'on appelle l'école républicaine française, soit l'école où la réussite des élèves, des enfants, dépend le plus du milieu social des parents? C'est parfaitement inégalitaire. Qui le dit, ça? Donc il faudra la réformer profondément, reformer des maîtres, bien sûr, des savoirs, mais il y a quelques points qu'il faudra changer. Si on ne change pas, on sera effacé de l'histoire. On a l'impression quand même que le pays est face à d'innombrables challenges, à des difficultés immenses. En même temps, on entend, à très juste titre, de tous nos dirigeants politiques, une nécessité de serrer la ceinture de l'État, de réduire les dépenses. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ? Ou est-ce que vous êtes optimiste en la capacité de l'État donc de réduire les dépenses inutiles, on va se dire, ou superflues, mais quand même... Les gaspillages, etc., les gaspillages, les agences... Et de verser assez d'argent sur l'éducation, sur la remilitarisation du pays, et sur le rôle accru que la France va sûrement jouer en Europe avec le désengagement américain. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion. Si vous pensez que les Américains se désengagent, 1, et 2, est-ce que vous voyez là une opportunité pour la France de jouer un rôle plus conséquent, notamment avec les pays de l'Est, notamment avec une dissuasion avec la Russie? Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, est-ce que la seule voie, c'est la voie de la restriction des dépenses de l'État? Oui, sans doute, mais pas seulement. Je pense que si on veut recréer de la richesse, si on veut recréer une prospérité collective, pour les Français, mais aussi pour notre nation, il faut à la fois le frein, la réduction des gaspillages, la réduction du train de vie de l'État, des doublons, des normes, etc. Et aussi, il faut un accélérateur, l'accélérateur de croissance. Comment est-ce qu'on accélère la croissance, justement, avec plus de travail, mieux qualifié? Je pense que la formation professionnelle, l'apprentissage, c'est la réforme dont je parlais sur l'école, mais il y a le frein, il y a l'accélérateur, la productivité. On est un des pays où les technologies numériques, la robotisation, c'est le moins répandu. Et quand je vois, moi, par exemple, des pays comme la Grèce, comme le Portugal, comme l'Espagne, qui étaient en crise profonde il y a une dizaine d'années, là où ils en sont aujourd'hui, le Portugal, maintenant, fait des excédents, par exemple, budgétaires. Donc, il n'y a pas de fatalité. Moi, je suis certain qu'en moins de 5 ans, on peut relever un pays comme la France. Avec les coûts de militarisation qui seront les nôtres, vous oui, partagez, j'imagine, le besoin de réarmement. Bien sûr, mais les coûts de remilitarisation, à la condition qu'ils s'appuient sur une industrie de défense française et européenne, ce sont des opportunités. Oui, aussi. Vous savez, le numérique aux États-Unis et Internet, par exemple, ont été des opportunités qu'a suscité l'effort de défense. Les dépenses militaires créent en même temps, encouragent les nouvelles technologies. Il ne faut pas en avoir peur. Donc, ce n'est pas seulement de la dépense, c'est aussi de l'investissement qui va se propager aussi dans toute notre économie et qui va nous rendre plus forts, pas seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan civil. La France peut-elle jouer le rôle que les États-Unis semblent laisser vide en se retirant, notamment en termes de dissuasion avec la Russie, peut-être, et je sais que le souvenir est encore amer ici, des interventions françaises en Afrique du Nord et au Sahel, mais est-ce que vous voyez une opportunité sur l'international avec le retrait de Donald Trump? Bien sûr, pour plein de raisons. D'abord, en Europe, pour ce qui concerne l'Union européenne, nous sommes le seul pays qui disposons d'une vraie armée, d'une armée d'emploi. On dit souvent que c'est une armée bonsaï parce qu'elle sait tout faire, mais elle n'a pas suffisamment d'effectifs, mais c'est une vraie armée avec une très grande qualité de nos militaires. À chaque fois que la France est intervenue dans des contingents internationaux, les autres pays, y compris les Américains, ont reconnu le très grand professionnalisme de nos militaires et aussi, on a une industrie, enfin, je veux dire, Dassault, on a les canons César, etc. On a ce potentiel. Donc, on a la première armée.
Deuxième chose, nous avons le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Et enfin, l'arme atomique, le feu nucléaire, l'arme absolue. Alors, si j'ajoute au-delà de l'Union, je pense qu'il faudra qu'il y ait un partenariat, une alliance, bien sûr, avec aussi l'Angleterre, le Royaume-Uni. Nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Mais oui, moi je pense que la France doit et peut prendre le leadership dans une Europe qui est en train de s'éveiller. Moi je pense que... Seriez-vous favorable, par exemple, à une extension du parapluie nucléaire français pour les pays de l'Est, pour les pays baltes ou la Pologne? Pas dans n'importe quelle condition. Je crois qu'il faut être très très clair. L'arme nucléaire, c'est l'arme absolue, le feu nucléaire. Premièrement, la décision ne se partage pas. C'est le président de la République. Ce n'est pas un aéropage de chef de l'État. C'est un seul homme. D'ailleurs, le général de Gaulle avait expliqué à un moment donné que sa volonté de faire élire au suffrage universel le président de la République, c'était aussi parce qu'il devait se sentir investi de la souveraineté populaire pour pouvoir, le jour venu, appuyer sur le bouton nucléaire. Deuxième élément, si la décision ne se partage pas, en revanche, depuis le général de Gaulle, et ça a été le cas de tous les chefs d'État, ont reconnu que nos intérêts vitaux, nos intérêts stratégiques, pouvaient ne pas se limiter au seul territoire national. En 1964, le général de Gaulle, d'ailleurs, dit non, il y a aussi l'Allemagne fédérale de l'Ouest. Et en 1939, on part en guerre sur la Pologne. Et absolument. Donc, non, pour moi, il n'y a aucun souci, à la condition de faire en sorte que, encore une fois, la décision, c'est une décision, encore une fois, terrible, et ne peut appartenir qu'à un homme ou une femme. Si la décision reste dans les mains du président de la République, le reste vous paraît négociable, on peut en discuter. Mais c'est déjà discuté, puisque le général de Gaulle, en 1964, fait une instruction où il dit très clairement que dans les intérêts stratégiques de la France, il n'y a pas seulement le territoire, il y a le Benelux et il y a l'Allemagne fédérale, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Est, puisque l'Est était communiste à l'époque. Donc ce n'est pas vraiment un changement de doctrine. Après, la question qui se posera, si on dissémine des armes, on prépositionne des armes nucléaires françaises, ça c'est une autre question. Nous allons vous laisser, Monsieur le ministre. Je veux juste vous poser une dernière question. Maintenant que le tsunami de la condamnation de Madame Le Pen a chamboulé toutes les cartes politiques et que c'est très difficile de vous parler aujourd'hui sans parler d'une potentielle candidature à la présidence de la République en 2027, est-ce que vous y pensez? Est-ce que votre décision est prise ou est-ce que vous hésitez encore? Et est-ce que vous voyez la fenêtre de tir par cette condamnation de Marine Le Pen et du Rassemblement national s'ouvrir de plus en plus pour la droite républicaine et peut-être pour votre candidature? 1, ma décision n'est pas prise. 2, je ne la prendrai pas sur la base de ce qui peut arriver à Marine Le Pen. C'est bien d'autres choses. Mais j'ai une expression que j'aime bien, qui est une expression vendéenne, c'est colline après colline. Mon objectif, c'est la présidence de LR, parce que je pense qu'on ne peut pas conquérir, si j'ose dire, 2027, la présidentielle, si on ne remet pas un parti en ordre de bataille. Ça n'est pas possible. Je pense que trop souvent, notre famille politique a confondu le projet de société et la conquête du pouvoir. Et il faut vraiment qu'on arrive demain, très rapidement, dans le cadre de ce grand parti populaire, patriote, à proposer aux Français un nouveau projet de société, parce que le monde d'avant est terminé. Il est un monde nouveau, il est menaçant, et je pense que la France est au bord du gouffre. Donc il faut des nouvelles solutions, des nouvelles propositions. C'est ce qui m'importe. Donc, colline après colline. Merci, Monsieur le ministre. Merci.